Nous sommes heureux de vous retrouver pour quelque chose qui, les jours se suivent et sans se ressembler, se ressemblent quand même un tout petit peu. Une nouvelle édition spéciale dans l'actualité des derniers jours. Nous nous sommes quittés jeudi dernier. Et il y a eu le pont de Kerch ce week-end et puis les conséquences immédiates du pont de Kerch aujourd'hui. Toute cette séquence, cette nouvelle séquence, en fait, un nouveau tournant de cette opération spéciale. Arnaud va y consacrer la grande majorité du briefing d'aujourd'hui. Quelque chose qui mérite effectivement que l'on en parle comme d'une édition spéciale supplémentaire. Donc Arnaud, à toi la parole. Merci Pavel, je te soupçonne d'avoir jeté un coup d'œil à mes notes puisque tu m'ôtes les mots de la bouche, littéralement. Une actualité, tu l'as dit, dense et dramatique depuis jeudi, donc attaque contre le pont de Crimée très tôt samedi matin. Frappe massive ce matin contre le territoire ukrainien et troisième moment de cette séquence, session du Conseil de sécurité nationale de Russie en début d'après-midi. Euh, Nous sommes, tu l'as dit Pavel, à un nouveau moment charnière du conflit en Ukraine. Je rappelle que ces dernières semaines, c'est Kiev qui avait initiative militaire, on s'en souvient, avec des victoires sur le terrain dans l'est de la région de Kharkov, plus récemment la prise de Liman et la semaine dernière, une poussée dans le nord de la poche de Kherson. Kiev avait également l'initiative politico-médiatique avec des effets psychologiques importants en Ukraine même, mais également en Occident, où le discours dominant, en tout cas jusqu'à ces dernières heures, c'était plutôt la victoire de l'Ukraine et la défaite inéluctable de la Russie. La Russie, qui était, elle, sur la défensive, elle était à l'arrêt militairement depuis la prise de Lysychansk début juillet et depuis début septembre en proie au doute, aussi bien, semble-t-il, pour autant qu'on puisse le savoir, au sein des élites que dans la population. J'avais dit la semaine dernière que Vladimir Poutine cherchait à reprendre l'initiative. C'était, de mon point de vue, le sens de ces annonces du 21 septembre, mobilisation partielle, puis du 30 septembre, annexion de 4 régions ukrainiennes. Dans un précédent briefing, j'évoquais aussi la possibilité de coup d'éclat ukrainien pour le 70e anniversaire de Vladimir Poutine, et c'est à quelques heures près ce qu'il s'est passé. Alors, premier moment de cette séquence, l'attaque de samedi matin contre le pont de Crimée, les faits, vous en avez sans doute entendu parler, un camion piégé qui peut-être viendrait de Bulgarie, qui aurait transité par le Caucase, qui aurait été lancé à l'insu des chauffeurs qui n'auraient pas connu la nature de la cargaison. Donc une explosion qui détruit 2 voies routières du pont de Crimée, qui, par effet de détonation, embrase un convoi transportant, semble-t-il, des produits pétroliers qui, lui, est sur l'autre pont, juste parallèle, pont ferroviaire. Ce pont, on sait tous, et on en a beaucoup entendu parler ce week-end, il a une importance symbolique, une importance politique majeure. Il représente le lien que la Russie, que le pouvoir russe souhaite organique entre la péninsule et la Russie continentale. Il revêt une forte importance symbolique également pour le président russe, Vladimir Poutine, qu'il avait inauguré en 2018. Le pont de Crimée, qui est à la fois un pont ferroviaire et routier, est également très important du point de vue des communications et de la logistique civile, mais aussi militaire, puisqu'une partie des renforts, des approvisionnements destinés à la Crimée, puis à la région de Kherson, transitent par le pont. Donc c'est un événement majeur avec des réactions ukrainiennes un peu flottantes. On a revendiqué, puis on a démenti. En tout cas, la population locale s'est évidemment réjouie de cet événement. En Russie, il y a eu une forme de choc, une forme de sidération, alors d'assez courte durée, puisque le pont a été remis en service partiellement euh, dans les heures qui ont suivi l'explosion, en tout cas sur 2 voies, et le trafic ferroviaire a lui aussi repris. Euh,
dès hier, dès dimanche, cet événement a donné lieu à des critiques et à des accusations extrêmement virulentes de la part de certains officiels russes. D'abord, si ma mémoire est bonne, de Mme Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a qualifié l'Ukraine d'État terroriste. Et dans la soirée, le comité d'enquête attribuait au service secret ukrainien, le SBU, la responsabilité de l'explosion. SBU qui, par ailleurs, d'après certaines sources anglo-saxonnes, serait également à l'origine de la tentative d'assassinat contre le philosophe Dugin, tentative qui a abouti à l'assassinat de sa fille début août. Deuxième moment de cette séquence, ce sont les frappes massive de l'armée russe ce matin contre l'Ukraine. Que peut-on en dire? Qu'elles ont une ampleur inédite depuis le 24 février, qu'elles ont visé des sites militaires, des sites industriels, mais également des infrastructures civiles, en particulier des centrales thermiques, des centrales électriques et des relais télécoms. Kiev a été visé, ce qui n'avait pas été le cas depuis fin juin, mais également des régions de l'ouest du pays, Lviv, Ternopil, Rivne, qui sont plus rarement frappées que Zaporizhia et d'autres. Donc une géographie beaucoup plus large, avec des cibles beaucoup plus larges. À l'heure où je vous parle, il semblerait que 5 régions ukrainiennes restent sans électricité, qu'il y ait beaucoup de coupures, de délestage, qu'il y ait également des problèmes avec la téléphonie mobile. Alors, le président Zelensky a immédiatement réagi. Il a fait une déclaration depuis la présidence. Il a également contacté le chancelier allemand, Olaf Scholz, lui demandant de convoquer un G7 extraordinaire au cours duquel le président ukrainien pourrait s'exprimer. Le président Macron a, quant à lui, promis plus d'aide à l'Ukraine et les États-Unis ont, quant à eux, invité leurs ressortissants à quitter immédiatement le territoire ukrainien. Le troisième moment de cette séquence, c'est la session du Conseil de sécurité nationale de Russie, qui a débuté en début d'après-midi. Alors, à la différence de celui du 21 février, il n'était pas public, il n'a pas été retransmis en direct, simplement le président russe a fait une brève déclaration liminaire de 3 à 4 minutes, déclaration importante, au cours de laquelle il a qualifié l'Ukraine de terroriste, il a rappelé, il a indiqué, apporté certaines précisions et des informations nouvelles, hein, puisqu'il accuse l'Ukraine, au-delà de l'attaque contre le pont de Crimée, d'avoir à 3 reprises cherché à attaquer la centrale nucléaire de Koursk, territoire russe, d'avoir cherché à faire exploser le Turkish Stream, ce gazoduc qui relie la Russie à la Turquie. Et le président Poutine s'est étonné de l'impossibilité faite à la Russie de participer à l'enquête relative aux explosions qui ont frappé les autres gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc une déclaration liminaire très virulente, au cours de laquelle il a assumé et expliqué les frappes de ce matin. Dans la foulée, le ministère russe de la Défense qui a assuré que les objectifs avaient été atteints. Et enfin, Dmitry Medvedev, numéro 2 du Conseil de sécurité, dont on sait qu'il s'exprime beaucoup ces dernières semaines, a dit, ou plutôt a écrit sur l'un des réseaux sociaux, que, je cite, le premier épisode est joué, il y en aura d'autres, et il a par ailleurs appelé au démantèlement total du régime ukrainien. Ce qui lui a valu dans la foulée, c'est assez anecdotique, de faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la part du SBU. Voilà. Alors, quelles conclusions tirer à ce stade de cette séquence? Premier point, je dirais que ça fait quand même beaucoup penser à un changement d'homme, un changement d'approche, un changement d'échelle côté russe. Changement d'homme, pourquoi? Parce que samedi, il y a eu un changement, une nomination significative, a été nommé commandant de l'opération spéciale le général Sourovikine, sur fond, on s'en souvient, de critiques de la part de M. Kadyrov notamment et d'autres
de la conduite des opérations militaires dans l'Est ukrainien. Donc, un nouveau général qui, ça peut paraître surprenant, mais ça n'existait pas depuis le 24 février, aura toute l'attitude pour gérer l'ensemble des forces engagées. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de commandement unique des forces russes engagées en Ukraine. Donc, à partir de ce jour, le général Sourovikine, qui est connu pour avoir commandé les forces russes en Syrie, qui est connu pour ne pas être quelqu'un des états d'âme, eh bien, pourrait aussi, mais ça, ce n'est pas officiel, c'est plutôt ce qui se murmure, ce qu'on entend, pourrait de fait être à la fois le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Formellement, M. Shoigu et Gerasimov restent en poste, mais le sens de cette nomination, c'est bien de donner tous les pouvoirs militaires, et tous les pouvoirs militaires, ça veut dire aussi, de fait, l'organisation de la mobilisation partielle, au général Sourovikine. Donc, à suivre. Changement d'approche aussi, puisque, je l'ai dit, cette fois, les infrastructures civiles sont visées. C'était une interrogation d'abord, hein, puis une demande des durs en Russie depuis de longues semaines qui s'étonnaient de ce qu'ils qualifiaient de demi-mesure, de demi-guerre, de guerre avec une main dans le dos. Je cite ce que j'ai lu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Donc là, évidemment, après l'attaque contre le pont de Crimée, le pouvoir russe s'est senti, je dirais, peut-être délié de ses obligations. En tout cas, un tabou est tombé, un nouveau tabou est tombé. Quels sont les sujets à suivre désormais? Il y a un sujet Biélorussie, très clairement, puisque ce matin, le président Alexandre Loukachenko a accusé l'Ukraine de vouloir attaquer son pays. Ça a été dit comme ça. Il a annoncé par ailleurs la mise en place d'unités conjointes Russie-Biélorussie sur le territoire biélorusse. Depuis quelques jours, il y a des rumeurs très insistantes qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux russes, de reconstruction, réfection, d'agrandissement assez mystérieux d'une base aérienne dans le sud de la Biélorussie, base où pourraient être déployés les fameux drones iraniens achetés par la Russie et qui font preuve d'une redoutable efficacité sur le flanc sud, c'est-à-dire essentiellement à Odessa, Nikolaïev, entre autres. Et si c'était le cas, évidemment, la Russie pourrait frapper de façon très régulière et à moindre coût toute une série de cibles situées dans le rayon d'action de ces drones, jusqu'à la frontière polonaise, évidemment Lviv, Ternopil, mais également Kiev et d'autres cités encore. Hasard ou pas, cette attitude ouverte, dira-t-on, du président biélorusse aux sollicitations russes, eh bien, elle intervient après que la Russie a octroyé 1,5 milliard de crédits la semaine dernière. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une nouvelle attaque terrestre, en tout cas, à partir du territoire biélorusse, mais très clairement, il y a une volonté de recréer un front de tension au nord afin sans doute de fixer une partie des réserves ukrainiennes à la frontière biélorusse. Parmi les autres questions que l'on se pose, et je n'ai pas de réponse, je dois l'admettre, est-ce que ces frappes vont se répéter dans les jours qui viennent ou est-ce qu'il s'agit d'un nouvel avertissement? Quel sera l'effet psychologique de ces frappes sur la population ukrainienne, bien sûr, mais également en Russie et en Occident? Pour conclure, je dirais que dans les semaines à venir, il faut s'attendre à, d'une part, côté ukrainien, une volonté de chercher à pousser au maximum sur le terrain militaire, essayer de consolider et peut-être d'aller plus loin par rapport à ce qui a été engrangé ces dernières semaines. Et côté russe, il y a, passez-moi le mauvais jeu de mots, une volonté de créer un électrochoc en Ukraine, ici aussi, de mettre j'allais dire, de faire changer le désarroi de camp. Avant de stabiliser les choses sur le terrain, avant peut-être une contre-offensive ou une grande offensive d'hiver, une fois les effets de la mobilisation en place. Voilà, Pavel, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ces événements. Alors naturellement, nous avons un certain nombre de questions qui reflètent l'inquiétude bien naturelle que
que vous éprouvez, que nous éprouvons également sur place, en tout cas à Moscou. Alors, notamment, une idée sur une prochaine cible ukrainienne en Russie. Faut-il s'attendre, après les événements des 3 derniers jours, à des représailles ukrainiennes dans les grandes villes russes, notamment écoles, métros, etc. Je le crains. Je le crains. Je doute en tout cas que les actions russes dissuadent l'Ukraine de chercher à frapper à nouveau le territoire russe. Or, Vladimir Poutine a été extrêmement ferme, catégorique dans son propos de tout à l'heure. Ce qui s'est passé ce matin montre que, contrairement à ce qui a pu être dit, il ne bluffe pas. Bonjour, j'ai lu que les Ukrainiens avaient fait sauter les ponts entre l'Ukraine et la Biélorussie. Est-ce que vous confirmez? Ils ne les ont pas fait sauter, ils les ont minés. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Si la Biélorussie est menacée, pourquoi ne fait-elle pas appel à l'ONU? Si la Biélorussie s'implique directement, entrons-nous dans une globalisation du conflit? Bon, faire appel à l'ONU n'est pas forcément le meilleur moyen de se protéger, hein. À l'ONU, il y a ses prédécesseurs d'ailleurs, si tant est qu'il y ait une menace, en l'occurrence. Alors, on en avait parlé au mois de mars, avril. À l'époque, on s'en souvient, l'attaque contre Kiev était partie du territoire biélorusse. Donc la Biélorussie est de fait co-belligérante, depuis le début en réalité. Est-ce que la Biélorussie pourrait aller plus loin, c'est-à-dire engager des troupes au sol ou éventuellement l'armée de l'air? C'est très douteux en réalité, en tout cas dans une démarche offensive. Qu'elle riposte si elle est attaquée par l'Ukraine, ça fait peu de doute. Mais est-ce que Loukachenko ordonnerait à ses troupes d'avancer conjointement avec des unités russes sur Kiev ou sur l'ouest de l'Ukraine? Ça paraît très douteux pour différentes raisons. D'abord, l'armée biélorusse n'est pas très performante, à la différence de l'armée russe. Elle n'a pratiquement pas fait la guerre depuis 91. Elle s'est tenue à l'écart même des opérations de maintien de la paix. Donc la capacité au combat de l'armée biélorusse est très douteuse. Et par ailleurs, il n'est pas certain que la société biélorusse accepte cette décision. Tous les sondages réalisés en Biélorussie, et c'est pas facile, mais malgré tout, depuis 91, montrent une volonté de la Biélorussie de se tenir à l'écart de la guerre en Tchétchénie, de la guerre évidemment en Ukraine. Donc, et ça, c'est très profondément ancré, je crois, dans la société biélorusse. Un pacifisme qui, d'ailleurs, est aussi le résultat de l'épouvantable tragédie qu'a connue ce pays, cette république lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, engager l'armée biélorusse en Ukraine sans attaque ukrainienne serait politiquement très difficile. Alors, tu as déjà répondu à la question de la fiabilité estimée euh, de l'armée biélorusse. Sa taille, est-ce que tu as une idée du nombre de soldats? Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 100 000. Donc c'est assez limité. Les unités combattantes, ce serait quelques dizaines de milliers. Bon, une question militaire. Un nombre important de missiles aurait été neutralisé par la défense antiaérienne ukrainienne. Difficile d'exprimer là-dessus. Encore une fois, c'est difficile de le dire. Les Ukrainiens, enfin le chef d'état-major, le général Zaloujny, a effectivement donné des chiffres très précis. Ils font état d'à peu près la moitié des missiles qui auraient été abattus. Certains observateurs occidentaux, ayant plutôt des sympathies à l'égard de l'Ukraine, ont déjà émis des doutes sur ces chiffres-là. D'autres observateurs disent, encore une fois, il faut être prudent, mais ils disent que ce qui s'est passé ce matin révèle finalement le fait que la défense antiaérienne ukrainienne euh, peut protéger certains sites, mais à l'échelle du pays est peut-être très rapidement débordée. Une question non plus sur la Biélorussie en général, mais sur Loukachenko en particulier. Notre auditeur s'interroge sur un éventuel changement de posture de sa part. Il a l'impression que Loukachenko avait été un petit peu amené malgré lui, poussé malgré lui dans le conflit, avant désormais d'être obligé de se mobiliser de manière plus claire aux côtés de l'allié russe. Alors au début, je l'ai dit, il a laissé attaquer depuis son territoire l'Ukraine. Ensuite, il a fait une déclaration, je crois que c'était en juin, il faudrait retrouver. Il avait exprimé sa surprise, il avait dit que le conflit traînait en longueur, Zatiagevets, ce qui avait déplu à la Russie. Là, manifestement, Loukachenko
et de nouveau sous pression russe pour apporter une aide plus immédiate. Donc l'espace aérien biélorusse est de nouveau utilisé, je l'avais dit la semaine dernière, je crois, par l'aviation stratégique russe, ou en tout cas peut l'être. Et on ne peut pas exclure que, encore une fois, des drones puissent opérer depuis le territoire biélorusse. Et peut-être que dans quelques mois, l'armée russe retente à nouveau d'attaquer par le nord. Donc oui, c'est assez fluctuant. Et là, manifestement, peut-être en raison des difficultés économiques de son pays et du crédit que j'ai évoqué, il est amené à adopter une attitude un peu plus souple. Bon, je crois qu'on peut clore le chapitre biélorusse. Autre pays voisin, la Moldavie, qui dénonce la violation de son espace aérien par 3 missiles russes tirés depuis la mer Noire. Quelles sont les conséquences possibles d'une telle violation? Oui, alors les autorités moldaves, le ministre des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a déclaré ce matin que 3 missiles avaient survolé son pays, sans doute des missiles tirés effectivement depuis la mer Noire et qui ont atteint l'extrême ouest de l'Ukraine. La conséquence immédiate, c'est que l'ambassadeur russe a été convoqué, évidemment. C'est peut-être aussi un signal. Je crois que les Russes savent très bien par où passent leurs missiles. Ils ont vu que ces dernières semaines, la Moldavie renforçait sa coopération, y compris militaire, avec l'Union européenne. Et donc, c'est un signal parmi d'autres. Alors, une question à laquelle, à mon avis, on pourra répondre assez vite. Des binationaux de pays inamicaux ont-ils été mobilisés? À ma connaissance, non. On me dit oui. De quel autre pays? De quel pays? Un Français? Alors on me dit oui, mais il est question de... Oui, donc recevoir une paviase, que c'est effectivement être mobilisé, c'est la même chose. Et on parle de combien de personnes? 2 personnes, voilà. Donc c'est un sondage extrêmement partiel et superficiel, mais Oui, en mais tout ça cas, veut. a priori, il n'y a pas de tabou là-dessus. Oui, c'est ça. On pouvait croire la semaine dernière que envoyer des Français ou des représentants de pays amicaux en Ukraine, c'était pas forcément, d'un point de vue strictement militaire, très intelligent, mais ce tabou n'existe pas, manifestement. On va se renseigner auprès du consulat, s'en rapprocher, et pour le prochain briefing, donc à moins que des choses, on leur dira en fin de briefing, mais à moins que des choses très importantes n'aient lieu d'ici demain, ce sera donc jeudi selon notre horaire habituel. Donc on parlait justement de se rapprocher de l'ambassade. On a une question sur la manière dont s'est passée la convocation de l'ambassadeur, de notre ambassadeur, de Pierre Lévy au MID la semaine dernière. Eh bien, c'est une question que nous allons également poser à la chancellerie politique, et nous vous ferons connaître leurs réponses. Voilà. Une question sur l'Iran. Comment sont perçues et interprétées les manifestations en Iran par la population russe et par le Kremlin? Je suis pas certain qu'on en parle beaucoup en Russie. En tout cas, c'est, je pense, hein, beaucoup moins visible dans les médias russes qu'à la télévision française, par exemple. C'est le premier point, parce qu'il y a aussi, alors il y a deux raisons. Il y a une autre actualité ici, et puis évidemment, il y a un filtre politique, notamment sur la télévision d'État. Ce qui est clair, c'est que pour le pouvoir russe, c'est la confirmation de ce qu'il dit à ses alliés ou amis depuis des années, c'est-à-dire que l'Occident cherche par tous les moyens à déstabiliser les régimes qui ne lui sont pas acquis. Est-ce que ça peut inquiéter la Russie? Alors, pas l'effet de contagion, mais évidemment, si il y avait un changement de régime en Iran, ce serait quelque chose de tout à fait fondamental, mais je n'ai pas l'impression qu'on en soit là pour l'instant. C'est sans doute aussi quelque chose qui est très suivi en Chine. Justement, mon auditeur nous pose la question sur une éventuelle évolution de l'attitude de l'Inde, de la Turquie et de la Chine depuis les frappes sur les infrastructures civiles. Et j'allais rajouter une question personnelle, Arnaud. Quelles sont les réactions des pays occidentaux? Nous n'en avons pas encore parlé. Alors, les pays occidentaux ont commencé à réagir, hein. La France a condamné par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Je n'ai pas vu de réaction de la Maison-Blanche, mais ça ne va pas tarder.
Évidemment, la réprobation et la condamnation domineront. Pour ce qui est de l'Inde, de la Turquie et de la Chine, je n'ai rien vu passer pour l'instant. Ce qui est intéressant par contre, c'est que depuis quelques jours, il y avait des rumeurs sur une rencontre prochaine en Turquie entre la Russie et quelques puissances occidentales, pour parler de l'Ukraine, bien sûr. Aujourd'hui, la Russie a dit qu'il n'y avait rien de concret, mais ça a été repris par les agences officielles russes. Donc il y a peut-être anguille sous roche, il faudra voir évidemment ce que ça signifie. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer des discussions sur le fond. Dans le contexte actuel, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Russie n'a aucun intérêt à ce stade à négocier. La Russie souhaite, après les frappes d'aujourd'hui, d'abord peut-être aller plus loin et surtout, sur le terrain, créer une nouvelle réalité militaire et à ce moment-là, imposer sa décision. Le pourra-t-elle? C'est une autre question. Alors, deux questions sur le pont de Crimée. Bon, une question assez rhétorique. Réaction espérée les Ukrainiens en attaquant le pont de Crimée. Alors, nous sommes forcément peut-être les personnes interrogées là-dessus. On peut se contenter de dire que cette guerre, qui est une guerre extrêmement médiatique et médiatisée, nous l'avons dit depuis le début du conflit, que les Ukrainiens, très tôt, ont pris la main sur l'agenda médiatique, contrairement à ce qui s'était passé lors des événements de Crimée en 2014, et que la frappe du pont de Crimée est avant tout la frappe d'un symbole, et il n'est pas un seul journaliste, il n'est pas un seul commentateur qui ne se rappelle la manière dont Vladimir Poutine, au volant d'un camion, avait lui-même le premier franchi ce pont lors de la cérémonie officielle d'ouverture. Donc frapper le pont de Crimée, c'est frapper d'une certaine manière Vladimir Poutine lui-même, en tout cas sur un plan symbolique. Peut-être espérait-il que les dégâts seraient plus importants. Il est possible qu'ils espéraient vraiment que cette double explosion mette hors service la ligne ferroviaire, qui, je l'ai dit, joue un rôle très important. Dans le ravitaillement. Absolument. Bon, deuxième question, l'attaque du pont de Crimée peut-elle être bénéfique, entre guillemets, vous avez bien fait de mettre des guillemets, pour mobiliser les Russes et convaincre certains hésitants que la Russie doit davantage s'engager. Alors, difficile de mobiliser les Russes alors que l'opération de mobilisation partielle se déroule dans un climat tout sauf enthousiaste. On a parlé longuement de l'hémorragie de jeunes Russes partant par utilisant tous les dispositifs encore aujourd'hui existants afin de pouvoir quitter le pays. La désorganisation assez générale, une contestation qui est assez virulente et vigoureuse, tout au moins dans les réseaux sociaux. La conquête de l'auditoire russe, à mon avis, ne se fait pas sur le plan militaire, elle doit se faire sur d'autres champs, et à vrai dire, je ne sais pas très bien lesquels. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. La mobilisation, comme tout conflit d'ailleurs, révèle les faiblesses, les forces d'un système. Bon, et ce que tu as dit sur la désorganisation, sur le manque d'enthousiasme est tout à fait juste et j'y souscris totalement. Ceci dit, je n'exclurais pas que ça marche, entre guillemets, quand même. C'est-à-dire que la Russie parvienne à mobiliser plusieurs centaines de milliers de jeunes hommes, qu'elle les envoie sur place. Ce qui est très frappant, c'est de voir, on en avait dit quelques mots la semaine dernière, le rôle des régions. Les régions, face à cette désorganisation, eh bien, cherchent à contribuer à l'effort d'équipement en particulier. On voit des gouverneurs qui s'impliquent personnellement pour équiper les jeunes personnes, les jeunes hommes qui sont envoyés qui vont être envoyés sur place. En tout cas, il y a également une réaction politique que nous n'avons pas abordée, qui est une forme d'union sacrée autour de l'aile dure dans l'entourage du président. Nous avons parlé lors des précédents briefings de voix dissonantes, essentiellement portées par deux personnalités très en vue qui sont le président tchétchène Kadyrov et le patron de l'armée privée Wagner, M. Prigojine, un oligarque proche du Kremlin, qui, au fil des jours, exprimait de manière de plus en plus virulente et en des termes de moins en moins diplomatiques
hostilité à la manière dont l'opération dite spéciale était conduite. Ce n'est plus le cas, et l'un et l'autre ont, surtout d'ailleurs que Ramzan Kadyrov a fait part de son soutien total à cette nouvelle manière de conduire l'opération spéciale. Donc de ce point de vue-là, effectivement, l'objectif, si tant est que cet objectif porté là-dessus, a été atteint. En tout cas, l'aile dure a clairement repris la main. Bon, de là à dire que la population russe partage le mindset de cette aile dure, je pense que nous pouvons difficilement aller jusque-là. Voilà, il nous reste quelques questions qui viennent de tomber. Bonjour, j'ai eu que les Ukrainiens. Non, ça, on me demande déjà. Voilà. 30 secondes. Le patriarche Kirill a déclaré que Vladimir Poutine est un cadeau de Dieu. Quel écho sur l'aspect sacré du conflit dans la population en Russie? Question. Question qui n'est pas simple. Bon, effectivement, il a dit ça, ou à peu près ça. J'imagine que c'était pour les 70 ans du président vendredi. Alors après, il y aurait beaucoup à dire sur, d'une part, la religiosité générale de la population, sur l'attitude de la population à l'égard du clergé et du patriarche en particulier. Bon, donc c'est un signe de plus, mais qui n'est pas très surprenant, mais je ne suis pas certain que c'est un pouvoir d'entraînement ou de conviction majeur auprès de la population. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de tournant. Cela fait longtemps que la Russie bombarde des infrastructures civiles. Alors ici, je ne crois que ce n'est pas une question de tournant qualitatif, mais de tournant quantitatif. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu jusqu'à présent plusieurs régions ukrainiennes privées d'électricité. Oui, en fait, oui et non. Enfin, effectivement, il y a des infrastructures civiles qui ont été frappées. Ce qui est nouveau, c'est les infrastructures énergétiques. Il y avait eu un précédent, à ma connaissance, après la perte d'Izium, Kupiansk. Le dimanche soir, ça devait être autour du 10 septembre, l'armée russe avait frappé une centrale électrique à Kharkov, ce qui avait entraîné immédiatement des baisses de tension, mais c'était très limité et manifestement, ça se voulait un avertissement. Donc ce qui est nouveau, c'est le caractère systématique et surtout le fait que sont visées des centrales thermiques et électriques. Si ça continue, évidemment, ça veut dire que l'Ukraine doit se préparer à un hiver sans chauffage ou presque sans chauffage, sans eau, sans électricité. Enfin, on voit qu'on change de réalité. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Parce que jusqu'alors, l'idée était de sauvegarder les infrastructures civiles pour faciliter l'occupation. Non, je crois qu'il y avait une forme de tabou, il y avait une ligne rouge, et cette ligne rouge a sauté avec l'explosion du pont de Kerch. Probablement. En tout cas, beaucoup prêtent à Vladimir Poutine, à tort ou à raison. Effectivement, ce genre de volonté de ne pas franchir cette ligne rouge, en tout cas, depuis ce matin, elle n'existe plus. Alors, une question de transit frontalier, ça fait longtemps que vous n'en avez pas parlé. Est-ce qu'on peut toujours traverser la frontière entre la Finlande et la Russie? Quelles sont les règles pour les Français et les Russes dans les deux sens? Elles sont extrêmement simples et indépendamment du sens d'ailleurs. Euh, Interdit pour les Russes, détenteurs de visa Schengen, sauf s'ils ont un permis de séjour ou la nationalité. Dans ce cas, ce ne sont pas simplement des Russes, mais également des ressortissants européens. Et là, quand vous êtes français, donc européen, vous êtes parfaitement libre d'aller et venir dans les deux sens selon votre propre agenda. Par contre, quand vous êtes russe, avec un visa, encore une fois, Schengen, et a fortiori sans visa Schengen, évidemment, la frontière désormais est cadenassée. Visa touristique, on précise bien, visa touristique. Visa touristique, pardon. Et a fortiori, visa touristique émis par des pays tiers. L'Europe et les USA pourraient apporter une aide sur les infrastructures civiles, énergie, pont. Alors, la temporalité d'une reconstruction d'infrastructure est radicalement différente de la temporalité sur une livraison d'armes. Oui, le chancelier Scholz, dont on parlait tout à l'heure, a évoqué une aide, ou plutôt à réaffirmer la volonté de l'Allemagne de contribuer à la reconstruction de l'Ukraine.
Mais encore une fois, à l'évidence, on n'en est pas là. Vous dites qu'il n'est pas possible pour les Russes de sortir de l'Europe par la Finlande. C'est pas tout à fait ça. Non, non, on parle de. Encore une fois, je parle prudemment, mais les visas touristiques, donc c'est terminé. Les visas émis par des pays tiers, a fortiori. Par contre, les personnes permis de séjour, mais ce n'est pas une garantie non plus. Un Finlandais a fait savoir qu'il se réservait le droit d'interdire l'entrée, même à des personnes qui auraient un titre de séjour. Mais enfin, c'est une condition pour pouvoir espérer y accéder. Donc on peut vous répondre que la frontière finlandaise est fermée pour le gros des Russes et notamment pour les touristes russes. Quel serait l'impact sur la Russie si elle est condamnée pour crimes de guerre et contre l'humanité par la Cour pénale internationale? Je ne suis pas juriste, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais je crois que la Russie ne reconnaît pas l'autorité de la Cour pénale internationale, pas plus que les États-Unis d'ailleurs. Donc, toutes les discussions, les hypothèses sur juger un tel, et bon, d'abord, on ne juge pas les vainqueurs, on ne sait pas qui sera le vainqueur, mais c'est la première considération à avoir en tête. Et par ailleurs, il est très difficilement imaginable de juger qui que ce soit, en tout cas des représentants d'une puissance nucléaire. Ça aussi, ça peut choquer, hein, je le conçois volontiers, mais jusqu'à présent, c'est plutôt la réalité. De même qu'on n'a pas jugé de généraux américains pour Mossoul ou de responsables israéliens pour ce qui a pu être commis parfois en Palestine. C'est une réalité. Oui, alors il y a encore une question de notre ami sur les transferts. Et les Français, pour rentrer en Russie, faut-il être sur une liste spéciale du MID? Pas à ma connaissance, il faut simplement avoir un visa russe. Et pour les VKS, rentrer par voie terrestre, mais je vous incite plutôt à nous contacter sur le hotline et on pourra vous envoyer un vadémécum circonstancié avec toutes les catégories de personnes et comment faire et de quel côté passer. Nous avions une question en tout début de briefing d'ordre économique. Pourriez-vous évoquer le 8e paquet de sanctions adopté par l'Union européenne contre la Russie et ses conséquences au regard de toutes ces restrictions, la complexité de ces réglementations en cascade et les blocages au niveau des circuits bancaires? Est-ce bien pertinent pour les entreprises françaises de conserver des relations commerciales avec la Russie? Alors effectivement, nous avions promis lors du précédent briefing de répondre à une question portant sur la question de l'interdiction pour des entreprises occidentales, européennes notamment, d'avoir des activités de conseil pour des sociétés russes. C'est en fait déjà le cas depuis un certain temps. D'ailleurs, tous les cabinets d'audit, les cabinets juridiques aujourd'hui ont changé de raison sociale et aujourd'hui sont gérés par des salariés russes et portent d'ailleurs des noms russes, ce qui fait que de ce faisant, ces cabinets ont contourné, on peut dire cela, les sanctions, puisque aujourd'hui, c'est globalement la même manière de faire, c'est les mêmes méthodologies, mais ce n'est plus des cabinets étrangers, ce sont des cabinets russes qui parfois emploient des étrangers. Donc une sanction qui n'a pas été retenue et qui paraissait menaçante concernait des sanctions contre l'interdiction, en tout cas pour des étrangers et des Européens notamment, d'avoir des postes de responsabilité dans les entreprises publiques russes. Cette sanction-là n'a pas été retenue. Pour le reste, Arnaud, quelle est ton analyse de Oui, ce alors, huitième train de sanctions? huitième train dont le pilier était censé être le plafonnement des prix du pétrole, hein, qui officiellement a été introduit. J'en avais parlé la dernière fois. Il y a de très sérieux doutes sur la mise en application, des doutes qui ont été renforcés par l'accord conclu dans la foulée entre la Russie et l'Arabie Saoudite dans le cadre d'OPEP+. Donc, ce qui se voulait la mesure phare du huitième paquet risque fort de faire pchit, pour paraphraser l'ancien président français. Il y a certes de nouveaux responsables russes qui ont été inclus dans des listes de sanctions, quelques personnes morales, mais on a quand même l'impression que l'Union européenne a de plus en plus de mal à trouver des choses à sanctionner sans que ça lui revienne dans la figure, passez-moi l'expression. Donc, beaucoup d'annonces, mais je n'ai pas l'impression qu'on franchisse un seuil particulier, alors même que
la mesure qui est à l'origine de cette nouvelle vague de sanctions, l'annexion de 4 régions, est quand même un événement assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, certains parlent d'une 9e vague de sanctions en réaction au bombardement du jour, on verra. Ce qui est très frappant aussi, c'est que ces sanctions sont de plus en plus à la carte, si j'ose dire. Les États ont de plus en plus de mal à atteindre l'unanimité, et donc, par exemple, la Hongrie préserve ses intérêts dans le domaine de l'énergie, mais d'autres pays plus proches géographiquement de nous Français, la Belgique a réussi à obtenir une exemption contre Alrosa, ou plutôt en faveur d'Alrosa. On sait que dans les premiers brouillons de la Commission, eh bien, des sanctions contre les diamants, les importations de diamants en provenance de Russie étaient envisagées. Donc, un 8e train qui ne change pas vraiment la donne, sauf évidemment pour les personnes concernées, les entreprises concernées, mais j'ai quand même l'impression que depuis le 5e et le 6e train de sanctions, l'Union européenne patine un peu, passez-moi l'expression. Il y a un célèbre peintre russe qui s'appelle Aivazovski, dont l'une des toiles les plus célèbres s'appelle Divert Eval, la 9e vague, et qui, dans la filmographie japonaise, précède l'arrivée de Godzilla. Alors peut-être que cette 9e vague de sanctions, en tout cas nous ne l'espérons pas, aura cette portée-là. Si tant est En tout cas, que, tu fais tout pour la conjurer, je le note. si tant est qu'à l'Union européenne, quelqu'un a jamais entendu parler, sinon de Godzilla, du monde Aivazovski. Les vagues de sanctions sont-elles liées aux vagues de Covid? Ça, c'est intéressant comme recoupement. Au vu des pénuries d'essence en France, est-il logique de se priver du pétrole russe? Je comprends que ce sont deux questions distinctes. Oui, alors les sanctions et les vagues du Covid, non, c'est un peu quand même dans ce registre un peu humoristique, l'alternance entre les dirigeants chauves et non chauves dans l'histoire russe. Pour ce qui est des pénuries d'essence en France, enfin, bon, ce n'est pas lié à des pénuries d'approvisionnement, enfin, pour autant que je le comprenne, mais plutôt à un conflit social. Bon. Et la France s'approvisionne dans d'autres pays, ou va s'approvisionner dans d'autres pays que la Russie pour son pétrole. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pourrait poser problème, en revanche, en tout cas, c'est comme ça que certaines personnes voient les choses, c'est l'instauration d'un plafonnement pourrait, si c'est mis en œuvre et si ça fonctionne, pourrait enlever du marché mondial certains volumes russes. Et là, ça pourrait faire monter les prix, surtout d'ailleurs pour les pays pauvres, les pays du Sud, les pays ce qu'on appelait le tiers-monde. Où là, dans ce contexte de rivalité entre l'Asie et l'Europe, les États-Unis un peu moins, pour les volumes, pour les flux, eh bien, les pays qui ne peuvent pas s'aligner, passez-moi l'expression, ne peuvent pas payer ou surpayer le GNL ou le pétrole, risquent d'avoir de très gros problèmes dans les mois et les années à venir. Quel est l'état de la balance commerciale entre la France et la Russie en 2022? Je pense que ça ferait pleurer un macroéconomiste. Oui, c'est sans doute proche de l'encéphalogramme plat. Difficile à dire, je n'ai pas de chiffres. Nous allons demander également, c'est sur notre Mais liste de il n'y en a courses pas auprès de encore, l'ambassade. hein. Peut-être pour le premier trimestre, mais ces chiffres, de toute façon, ne seront pas révélateurs au sens où il y a eu un tel choc, il y a eu des sanctions, de nouveaux circuits financiers. Je pense que même s'il y avait des chiffres pour le premier, voire le deuxième trimestre, ce ne serait absolument pas révélateur de la réalité et surtout de ce qui pourrait y avoir dans 6 mois. Qu'est-ce qui est certain, c'est que quand ça va redémarrer, le jour où ça va redémarrer, les hausses seront spectaculaires. Oui, sauf que, par exemple, il n'y a plus d'approvisionnement gazier. Or, on sait que les importations par Engie de gaz russe représentaient jusqu'à 15% des échanges bilatéraux. Donc ça, plus l'aéronautique, on sait que les exportations d'Airbus, ça comptait beaucoup dans les chiffres. On peut s'attendre à des chiffres tout à fait catastrophiques. Bon, encore une question sur les histoires de Vitnaget, de durée de séjour en Russie. Encore une fois, écrivez-nous sur la hotline et nous pourrons vous consulter de manière beaucoup plus précise sur des questions, sur ces questionnements qui sont assez techniques. Dernière question avant de mettre fin à cette, excusez-moi, je m'en étouffe, cette édition spéciale. Quelle est l'évolution du conflit en Arménie, Arnaud? Alors, le conflit en lui-même semble-t-il gelé, en tout cas
pour aujourd'hui, pour demain. En tout cas, depuis une dizaine de jours, je n'entends plus parler d'accrochage. L'élément nouveau, c'est, Igor en avait parlé vendredi, les discussions qui ont eu lieu à Prague en marge de la rencontre de la communauté politique européenne entre dirigeants turcs, azerbaïdjanais, arméniens. Donc, sur le terrain, un calme sans doute très relatif et extrêmement précaire, hein. On a vu qu'il peut y avoir des retours de feu très fréquents et très graves. Une dynamique politique sans la Russie. Donc c'est aussi la limite de l'exercice. Nous n'avons plus de questions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver nos briefings en principe le lundi et le jeudi. Je vous incite néanmoins à consulter notre slider, la page de notre site. Si demain, l'actualité est aussi dense qu'elle l'a été ces 72 dernières heures, nous ferons bien évidemment un nouveau briefing, non pas jeudi, mais dès demain, mardi, toujours à la même heure, 16h30, heure de Paris. Donc, nous sommes encore à l'heure d'été. Et 17h30, heure de Moscou. Pour le reste, l'outline, les fils Telegram et nos briefings précédents, parfois censurés, parfois non. En tout cas, je tenais aujourd'hui à remercier notre directeur de la communication, M. Grégoire Chéneau, pour le travail tout à fait remarquable qu'il fait à nos côtés depuis ces 87 briefings déjà. Tenez bon, excellente semaine à tous. La Chambre de commerce et d'industrie franco-russe reste à vos côtés. À très vite.